Donc chacun, vous allez avoir votre souvenir. Donc éventuellement une vieille affaire où on ne se sent pas très, pas très valorisé. Ok. Et on va tapoter. Ok. Donc, je commence, je fais. Et vous faites comme moi, avec la main dominante sur le tranchant de l'autre main. Même s'il y a eu ce souvenir. Même s'il y a eu ce souvenir. Et c'était humiliant. Et c'était humiliant. J'ai l'intention de m'en libérer aujourd'hui. J'ai l'intention de m'en libérer aujourd'hui. Définitivement. Définitivement. Okay. Alors maintenant, vous allez tapoter sur le dessus de la tête et vous allez fermer les yeux, Jessica, et vous pensez à ce souvenir, à cette petite qui se sent humiliée à l'intérieur et on ne le voit pas bien sûr dans l'image, mais il y a une sensation. Branchez-vous sur cette sensation, même si c'est désagréable au début, augmentez-la et puis vous dites « je libère et je lâche ». Jessica. Je libère et je lâche. Ce souvenir. Ce souvenir. Puis le début du sourcil. Avec une main, c'est bon. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les sentiments d'humiliation. Tous les sentiments d'humiliation. Toutes les sensations d'humiliation. Toutes les sensations d'humiliation. Coin de l'œil. Je libère et je lâche tout ce que j'ai entendu. Je libère et je lâche tout ce que j'ai entendu. Très bien. En dessous de l'œil. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tout ce que je me dis. Tout ce que je me dis. Quand je vois cette image. Quand je vois cette image. En dessous du nez. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les sentiments d'humiliation. Tous les sentiments d'humiliation. En dessous de la bouche. J'ai l'intention de me libérer. J'ai l'intention de me libérer. De ce souvenir. De ce souvenir. Définitivement. Définitivement. Sous la clavicule. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ce sentiment d'humiliation. Ce sentiment d'humiliation. Ok, maintenant je vais vous demander de respirer profondément. D'expirer. Et vous pouvez arrêter de tapoter. Et maintenant, Jessica et toutes les personnes, je vais vous demander de repenser à ce souvenir. Est-ce que vous êtes toujours à 8 ? Non. À combien vous seriez ? Wow. Quel que soit le chiffre. D'humiliation. Quand vous voyez le souvenir, tout à l'heure, vous étiez à 8 sur 10 de désagréable. On ne dit pas de quoi. Et puis, je vous ai demandé et vous m'avez dit l'humiliation. Maintenant, si vous voyez le souvenir, vous avez ce souvenir. Vous étiez à 8. Vous seriez à combien maintenant ? Bon, on va dire à 4. Ok. Et maintenant, quand vous voyez le souvenir, que vous vous souvenez, ou que vous imaginez que vous pouvez vous souvenir, c'est quoi qui reste 4 ? C'est annoyed. Énervé ou... Ah oui, un peu comme de embêté, la colère. embêté, Ah, juste embêté. embêté. Vraiment embêté. Laissez-moi tranquille. Ok, là-dessus de la tête, on va Laissez-moi directement. tranquille, c'est ça. Ok. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je suis embêtée. Je suis embêtée. Début du sourcil. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les embêtements. Tous les embêtements. Toutes les colères. Toutes les colères. Toutes les tristesses. Toutes les tristesses. Les sentiments d'impuissance. Les sentiments d'impuissance. Coin de l'œil. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les désespoirs. Tous les désespoirs. Tous les découragements. Tous les découragements. En dessous de l'œil. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ce souvenir. Ce souvenir. Et la manière dont il m'embête encore. Et la manière qui m'embête encore. En dessous du nez. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je suis ennuyée. Je suis ennuyée. En dessous de la bouche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je suis embêtée. Je suis embêtée. Sous la clavicule. Je libère et je lâche ces images. Je libère et je lâche ces images. Et tout ce que je me dis. Et tout ce que je me dis. Ok, vous inspirez profondément. Très bien. Alors, on était à 4. C'est drôle, je m'en souviens presque plus. Alors David, racontez-nous, quels sont vos plus grands échecs ? Je crois qu'il y en a eu pas mal. J'ai eu la chance d'avoir pas mal d'échecs en fait.
c'est beau de dire ça comme ça. Ouais, c'est-à-dire qu'au début, quand tu es en plein dedans, tu ne vois On pas. pense pas comme ça. Tu as du mal à t'en rendre compte. Et avec le recul, je pense que c'était une chance énorme parce que je crois avoir rencontré toutes les difficultés, tous les échecs qu'on peut rencontrer en marketing de réseau. Parce que tu passes par des tas d'émotions, tu passes par le doute. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce qu'en fonction des gens, il y a des gens qui partent sans risque en disant voilà, j'ai un job qui me ramène un salaire fixe, qui me permet de payer les factures, et puis je fais ça en plus, donc ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. Moi, j'étais dans une situation où j'étais au chômage et j'ai fait ça, et donc le chômage ça allait s'arrêter, et j'ai fait ça en plus, j'ai fait ça à côté, et à un moment donné, ça m'énervait de rechercher un job, donc j'ai arrêté de chercher un job et je voulais faire que ça. Donc évidemment, tu as le doute. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Ou pas? Voilà, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais être à la hauteur? Parce que je connais pas, je connais rien. Bon, donc ça c'est le doute. Et puis après commence à arriver la peur, les différentes peurs, la peur du rejet. Quand tu dois aller voir les gens, surtout qu'en plus, c'est vrai qu'un des manques en marketing de réseau, souvent, c'est que c'est pas forcément la faute des sociétés, mais tu as un manque de formation. Et souvent, on balance les gens, et c'est pas leur faute, on leur dit, allez-y, tu recrutes tout ce qui bouge, tu vas à droite, à gauche, toute la famille, tu leur sautes dessus, ton produit est miracle. Bon. Après, ils s'engueulent avec la famille. Ils s'engueulent avec la famille, c'est ça. Les amis ne veulent plus leur parler parce qu'ils n'arrêtent pas de... Exactement. La belle-mère, bon, ils étaient déjà fâchés avec la belle-mère, mais là, c'est foutu. Vraiment... Ça, c'est foutu. Donc, tu vois, et ils se grillent auprès de tout le monde et ça devient terrible. Et puis, quand tu réfléchis, c'est dur de faire ça à quelqu'un, tu vois. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça en marketing de réseau, donc ils sont restés sur une expérience délicate, difficile. Et puis tu as beaucoup de gens en marketing de réseau qui recrutent des gens avec ce message-là, avec ce discours-là. C'est facile, le produit se vend tout seul, tu recrutes, c'est fastoche, tu vas voir les gens, tac, et puis voilà. Forcing. Voilà, sinon, ils sont cons s'ils restent dans leur vie comme ça. Non, là, tu leur donnes un truc, une opportunité géniale pour changer leur vie, c'est qu'ils n'ont rien compris. Bon, on est dans le jugement là, et on juge les gens. Donc, qui on est pour juger l'autre, hein, c'est pas... Voilà, il faut déjà revenir à un peu plus d'humilité. Mais donc oui, tu es confronté à ça, la peur du rejet. Parce qu'on le prend très personnellement quand on dit non à nos produits, Voilà. notre offre. C'est ça. Quand on commence à démarcher pour nous-mêmes, même dans d'autres domaines de business, quand on demande des partenariats, ou même, partout. On prend ça un peu personnellement quand on dit exact. non, mais quand on travaille pour quelqu'un d'autre, ils disent non à leur truc. Donc c'est vrai qu'il faut se détacher et apprendre à le faire. Alors oui, pour réussir, il faut donc décider de savoir de ce qu'on veut, ce qui compte le plus pour nous, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. Et ensuite, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on doit faire? Très bonne question, justement. Rien. Il n'y a rien à faire. Mettez-vous ça bien dans la tête. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. En fait, effectivement, c'est quelque chose qu'on croit généralement qu'il faut faire. D'abord, il faut faire. Et puis, ensuite, puisqu'on a fait des choses, on obtient ce qu'on veut. Et ensuite, ce jour-là, on peut être qui on est vraiment. Mais moi, je crois qu'on se trompe quand on fait ça, quand on prend dans cet ordre-là. C'est l'inverse, c'est-à-dire que faut d'abord décider qui on veut être et être cette personne-là. Et puis ensuite, alors, il y a du faire qui se met en place, mais un faire qui n'est pas de l'ordre de l'effort. Un faire qui est vraiment ce que moi j'appelle l'action inspirée, je vais y revenir. On est dans une action inspirée, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être dans du faire, en tout cas on n'est pas dans du labeur et on n'est pas dans du travail. Donc le bon ordre pour moi c'est vraiment être, faire et ensuite avoir. Je vais vous détailler ça tout de suite. Parce que le premier point moi, de mon plan d'action, vraiment ce qui consiste à être dans cette action, c'est se focaliser justement sur les objectifs et pas sur les moyens d'y arriver. D'accord, oui. Je suis d'accord. C'est un des secrets, vous le savez très bien, sinon le secret de l'abondance, à vraiment bien retenir, c'est que souvent on se limite dans nos demandes. On se dit, waouh, ce truc-là, j'aimerais ça fort, mais comme je ne sais pas comment faire,
je vais pas vouloir. Et oui, c'est exactement ça. Et je sais pas comment ça déjà, va arriver. On se met déjà des bâtons dans les roues bien costauds pour pas avancer. Ouais, c'est ça. Alors on se sabote parce que du coup le désir il est plus là. C'est je sais pas comment effectivement Donc je vais faire. C'est pas possible. Je sais pas comment ça va arriver aussi. Ça c'est un autre des freins qu'on se met. C'est je sais pas comment faire, comme vous l'avez dit. Je sais pas comment ça va arriver. Donc je vais pas me mettre à désirer donc, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là c'est bon. Mais ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Oui, exact. C'est pas vrai. C'est justement ne jamais se demander comment ça va arriver. Parce que ça, c'est pas votre job. C'est le job de l'univers, ça. Ok. Ça, c'est de la logistique. C'est un peu comme quand vous allez dans un restaurant, par exemple. Vous aimez les lasagnes? Oui, j'aime bien les lasagnes. Moi, j'adore ça. Donc, vous allez dans un resto, il y a des lasagnes, vous commandez des lasagnes. Puis vous faites confiance que, à peu près, 15-20 minutes après, vous aurez des lasagnes dans votre assiette. Vous commencez pas à aller dans la cuisine. Alors comment vous allez faire la lasagne? Elle est où? Et lui expliquer surtout comment il doit faire. Lui expliquer comment il doit faire. C'est pas ça que vous faites. Vous restez assise, tranquille, et puis vous attendez que ça arrive. Vous pensez qu'au résultat. Eh bien là, c'est la même chose. La première chose à justement faire, c'est-à-dire que là, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à faire, eh bien c'est ne penser qu'au résultat, focaliser le résultat, et puis de toute façon, vous constaterez qu'à un moment donné, c'est arrivé, et puis vous verrez, c'est arrivé comme ça, j'imaginais pas du tout. Alors, quels autres conseils pourriez-vous nous donner à ceux qui nous regardent? Encore une fois, je vais faire mal, mais désolé. Faut éteindre la télé. Faut arrêter de lire la presse. Il faut arrêter de regarder les publicités. Toutes ces pubs, par exemple, prenons l'aspect argent de la réussite. Toutes les pubs, elles n'ont qu'un but. C'est à les prendre dans notre portefeuille. C'est à faire de nous des robots qui allons faire la file pour le dernier smartphone. C'est ça, ce n'est que ça. Le but, c'est pas de nous rendre service, c'est pas de nous rendre beaux, c'est pas qu'on ait des cheveux soyeux et des dents plus blanches que blanches. C'est pas ça le but de la pub. Le but de la pub, c'est de prendre dans notre portefeuille. Donc, il faut arrêter de regarder des pubs, il faut arrêter de regarder la télé et surtout les journaux télévisés qui sont en fait des mauvaises nouvelles en intraveineuse, en veux-tu, en voilà, et en plus sans transition. Il y a un journaliste célèbre d'ailleurs qui a développé cette phrase qui est parodiée d'ailleurs dans l'émission Les Nuls. Allez, je regarde pas donc moi non forcément. Plus, je regarde pas la télé. Il y a une émission avec des marionnettes Wismar, les Guignols. Oui, les voilà, les Guignols. Il a sa marionnette où on l'entend souvent dire « oui, sans transition ». Bon, il y a eu un journaliste comme ça qui s'appelait Patrick Poivre d'Arvor. Il pouvait passer d'un sujet où on venait de voir une bombe qui explosait et qui faisait plein de morts à sans transition. Et il passait, l'équipe de France a réalisé une super performance en battant le Brésil par 2 buts à 1. C'est incroyable parce que pendant une demi-heure, on est soumis comme ça à un matraquage de nouvelles catastrophiques, mais qui sont parsemées, entrecoupées de choses qui n'ont rien à voir. Et le gars qui nous présente ça, ou la gatte, la femme qui nous présente ça, il n'y a aucune émotion, il n'y a rien. Moi, je me rappelle, par exemple, quand il y a eu la guerre en Irak, avec le Koweït, on voyait la guerre en direct à la télé. On voyait comme un film, des batteries de missiles, voilà. Et les journalistes commentaient ça comme un film, comme un documentaire. Alors qu'on était en face de l'horreur, la plus grande horreur qui soit. Une guerre, des gens qui meurent, des enfants qui meurent, des femmes enceintes qui meurent, des civils qui n'ont rien à voir et qui se ramassaient des scuds, ça s'appelait des scuds, les missiles, qui se ramassaient des scuds sur la tête. Donc il faut couper la télé, vraiment, c'est la première chose. Et il faut diversifier les sources d'information. Alors c'est quoi les sources d'information? On a Internet, on a les journaux papier, la presse écrite, mais qui est du même ordre que la presse. Ça dépend de la presse. Voilà. Moi, je suis abonnée à un truc, les Positive News. Voilà, ils sont rares, mais la plupart des médias, de toute façon, leur fond de commerce, c'est les mauvaises nouvelles. Oui, parce que ça fait drame. Ça fait drame et ça fait vendre. Malheureusement, nous sommes comme ça. Nous sommes intéressés par le drame, nous sommes intéressés par les cancans, nous sommes intéressés par les rumeurs. Il paraît que telle célébrité a couché avec telle célébrité. Voilà. Mais what the hell? Qu'est-ce que ça nous apporte
concrètement dans notre vie de tous les jours? Rien. Bon, donc on zappe tout ça. Pourquoi est-ce que... Alors, la confiance en soi est un atout majeur pour la réussite. Et comment doivent faire ceux qui n'en ont pas? Ou qui pensent qu'ils n'en ont pas? En fait, il ne faut pas considérer que le fait de croire qu'on manque de confiance en soi, c'est un problème. En fait, ça peut être un atout absolument merveilleux. C'est-à-dire que quand on a travaillé, Luc, Marie et moi, sur nous-mêmes, en fait, forcément, on manquait de confiance en nous. Déjà parce que justement, on essayait d'accéder à un cadre de référence différent pour lequel on ne se sentait pas forcément légitime puisqu'on n'en était pas issu. Et puis parce que justement, on était formé par des gens qui nous ont dit pour réussir, il faut déjà appartenir à ce cadre-là, il faut avoir des réseaux dans ce cadre-là, il faut avoir les diplômes de ces gens-là, etc. Donc nous, on était loin de ça et on s'est dit, en gros, quelle prétention de vouloir aller dans un autre milieu. Et donc là, on manque de confiance en nous. Moi, on a été déstabilisé par des gens, les premiers qu'on a rencontrés, qui étaient des hommes d'affaires, qui étaient des gens riches, qui étaient des gens influents, qui étaient des stars, on a forcément été mal en face de ces gens-là parce que dans le sentiment qu'on était des petites personnes comparé à eux. Finalement, on se rend compte quand justement on prend conscience qu'on est formé à la non-réussite et que, en gros, il faut lâcher les élastiques, il faut vraiment couper les élastiques, ceux qui nous retiennent, dont parlait Luc Marie, qui nous ramènent dans le cadre de référence. Quand on coupe ça et qu'on se projette d'un coup dans un autre cadre de référence, on se rend compte que finalement, effectivement, j'ai été formé à ne pas être comme ces gens-là, mais je sais que c'est une formation, je sais que c'est une succession d'informations que j'ai qui me mettent dans le faux, en fait. Donc, en face de ces gens-là, je constate que d'un seul coup, je suis plus véritablement impressionné. Je me dis, je constate, c'est un être humain comme moi. Physiquement, il est constitué comme moi. Il n'a pas 5 bras, il n'a pas une puissance ou une énergie. Non, mais c'est vrai, on pense toujours, quand on fait pas partie des gens qui réussissent, on croit toujours que les gens qui réussissent, ils ont une énergie démentielle. On se dit, ils ont un dynamisme incroyable. Ils peuvent travailler 36 heures par jour. C'est complètement con. Les gens qui travaillent et qui réussissent, ils travaillent pas plus que moi. Il y en a beaucoup qui travaillent moins que moi. Et donc, je me dis, finalement, c'est quelqu'un qui a les mêmes capacités que moi. Simplement, il prend les choses d'une autre manière. Il considère les choses d'une autre manière. Il a un autre angle sur la façon dont il perçoit une situation, un événement, la relation avec quelqu'un d'autre. Moi, je vais me dire comment je peux. Lui, il se dit, on va faire. Voilà. Moi, je pose la question en partant du principe que ça va être compliqué. Lui, il part du principe que c'est naturel. C'est naturel d'échanger, c'est naturel de faire du business, c'est naturel de parler de marchés énormes, c'est naturel de parler de chiffre d'affaires en millions d'euros. Pour moi, c'est un challenge. Au début, quand je commençais à avoir des contrats à plusieurs dizaines de milliers de francs, à l'époque c'était des francs, je me disais waouh, je me sentais fébrile. Je me disais voilà, il faut que j'ai l'air d'assumer ça. Mais en fait, il n'y a rien à assumer de particulier. C'est juste à moi à comprendre que je suis dans une situation qui me permet ça. Et donc, voilà, je le prends. Mais tout le stress, toute la peur, toute l'angoisse, c'était moi qui étais en train de me le créer. Une autre personne, dans ce même contexte, aurait vécu complètement différemment les choses. Et des gens qui sont dans la réussite, dans ce même contexte, auraient dit « c'est tout !» Mais moi, je veux pas gagner ça, je m'en fous. Moi, rajouter 3 zéros et puis on discute. Voilà. Et ils auraient rigolé. Moi, j'étais en pression. Donc, en fait, quand on n'a pas confiance en soi, ou quand on croit qu'on n'a pas confiance en soi, il faut pas partir du principe qu'en fait, ceux qui réussissent, ils ont confiance. Il faut se dire, le fait que j'ai pas confiance en moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Vous parlez mais vous dites n'importe quoi, avec l'intention derrière, et même si les mots veulent rien dire, au fait, on est quand même curieux d'écouter. On va pas tourner la tête. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Je peux vous faire... Bonjour, je m'appelle Tablette de Chocolat et j'ai un verre dans l'oreille. Mais maintenant et dans un instant, si je mets mes lunettes sur votre nez, vous allez comprendre exactement le secret du ciel bleu. Ok? C'est magnifique. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai dit n'importe quoi, sauf que mon intention, c'est de vous convaincre que ce que je dis, j'affirme absolument, sans aucun doute, et c'est ça le secret du truc, c'est que je n'ai aucun doute dans ce que je dis. Je n'ai pas de doute. J'ai décidé que ce que je disais était ma vérité. Et si tu ne m'apportes pas une contre-vérité, ma vérité est la bonne. Point. Et dans une négociation, c'est ça qui est important. Quand je dis « je suis la personne qu'il vous faut », parce que je sais comment vous faire gagner de l'argent, je sais comment vous faire gagner du temps, et surtout, je ne vous prendrai pas la tête. Qui peut vous refuser ?
Oui. Et c'est intéressant parce qu'on peut dire, après, on peut faire l'inverse. On peut dire quelque chose de très très intéressant, donc redire cette phrase, mais d'une manière très monotone. Regardez, si je dis, je sais exactement comment faire pour vous faire gagner du temps, comment vous faire pour vous faire gagner de l'argent, et surtout, vous verrez que je ne vous prendrai pas la tête. Alors là, on perd beaucoup plus l'attention que quand vous disiez n'importe quoi, le ciel bleu, les lunettes et le verre dans l'oreille, on était beaucoup plus scotché que on parle de quelque chose dont on a vraiment besoin. Alors que vous avez envie de gagner de l'argent, vous avez envie de gagner du temps. Si vous êtes un patron, vous avez envie de gagner tout ça. Et pourtant, ce que je dis est plus important dans mon ton monocorde que lorsque je dis n'importe quoi. Et maintenant, si je dis, je sais que si vous voulez m'engager, vous avez besoin de gagner de l'argent, je vais vous faire gagner de l'argent. Je vais vous faire gagner du temps parce que j'ai les trucs pour vous faire gagner du temps. Et en plus, je ne vous prendrai pas la tête. Et vous verrez que je ne vous décevrai pas. Et d'ailleurs, pendant une semaine, vous allez m'engager gratuitement et je ferai tout ce que vous voudrez et je vous prouverai que vous avez besoin de moi. Un entretien comme ça, on l'embauche. On ne même pas le CV. Non mais sans rire. Que diriez-vous à des gens qui disent « Ah oui, pour vous c'est facile, tout va bien, mais pour moi j'ai tout ma vie qui explose. C'est facile de se dire « Je vais passer 50% de ma journée heureux et fun, c'est pas possible. » Alors que diriez-vous à des gens qui ont cette petite arrière-pensée? Je dirais d'abord que je comprends ce que vous ressentez parce que je suis passée par là. J'ai commencé quelque part aussi à un endroit où ça allait très mal. On avait réussi à tirer la maison de nos rêves, mais avec des conflits familiaux à la clé, puisqu'on nous avait prêté de l'argent, qui finalement n'a pas été prêté, donc on s'est retrouvés dans des situations très difficiles. Donc, à partir de là, c'est un choix, c'est vraiment un choix, une décision qu'on prend de se dire, bon, est-ce que c'est important de se rendre compte que si vous continuez à faire face à la réalité, c'est ce qu'on nous apprend, on nous dit fais face à la réalité. Non, si vous faites face à la réalité, il faut avoir les pieds sur terre. Vous reproduisez continuellement cette même réalité puisque vous êtes focalisé sur la réalité, sur ce que vous ne voulez pas, donc ce qui ne vous plaît pas, et vous l'amplifiez. La réalité. La réalité, parce que la réalité, ce que vous voyez autour de vous dans votre vie. Donc ce que vous voulez faire si vous êtes dans une situation vraiment difficile, c'est commencer à passer plus de temps dans la vision que vous voulez créer. Et c'est ce que moi j'ai fait quand on était dans cette situation-là, où on travaillait tous les deux comme indépendants, on avait beaucoup de difficultés à avoir des rentrées suffisantes pour payer les factures, etc. Je me suis dit, ok, je ne veux plus voir ça. Et donc ce que je veux voir, c'est moi dans 5 ans ou dans 10 ans, idéalement. Créer la vision idéale de Marcel Delafaye dans 5 ans, dans 10 ans. Et je l'ai noté, vraiment noté mot à mot. C'est vrai qu'écrire a l'ancre, vraiment quelque chose de très powerful, de très puissant. Oui, ça l'ancre dans la réalité, ça crée votre nouvelle réalité. Et puis vous passez plus de temps là-dedans. Bon, restons réalistes. Oui, on ne va pas faire l'autruche. On ne fait pas l'autruche, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes financiers, vous voulez trouver une solution matérielle à vos finances, mais aussi passer du temps dans votre vision idéale. Et c'est une attitude à avoir. C'est une attitude. Quand on dit passer 50% de notre temps dans la joie, ou plus de 50% dans la joie, et dans le bonheur, c'est avoir une attitude. Voilà. C'est de vraiment essayer de voir le cadeau dans tous les moments, de voir le soleil dans tous les moments, ou même on va à un rendez-vous très difficile. Par contre, le chemin pour le rendez-vous qui va être très difficile, peut-être qu'il y a une fleur ou une vue spectaculaire. Et des fois, on oublie de la voir parce qu'on est tellement dans notre... Juste de faire, c'est vraiment beau. C'est magnifique. Juste d'avoir un petit côté comme ça. C'est l'accomplissement des projets qui nous passionne, c'est pour vivre ce qu'on veut vraiment. Ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir des expériences de vie quotidiennes, dans ces fameuses périodes de 24 heures, qui sont en accord avec ce qu'on veut. Et généralement, en faisant ce travail d'introspection que vous allez faire, vous allez vous rendre compte que le but que vous aviez identifié n'est pas celui qui vous permet de vivre la vie que vous rêvez. Et en réfléchissant comme ça, il y a tout un tas de choses qui vont se faire et qui vont faire que vous allez changer votre but, et changer la manière de l'atteindre, trouver un projet auquel vous ne pensiez pas. Et il y a des personnes que j'accompagne personnellement qui faisaient qui voulaient faire un peu ce que je faisais, c'est-à-dire créer un blog. Et au début de la formation, c'est une formation en ligne, elle me disait pourquoi j'y arrive pas. Je sais pas, moi je te connais pas, suis la formation puis tu vas avoir la réponse. Et puis elle m'a dit au bout d'un moment, en fait j'aime pas écrire. Je m'en étais pas rendu compte. Moi ce que j'aime c'est partager ma passion. Pour elle, partager sa passion c'était écrire sur internet.
Parce que c'était tout ce qu'elle voyait, c'était sur Internet, donc c'était son couloir lumineux. Et puis, moi, je lui ai dit, il y a une méthode de recherche dans ce que j'enseigne, tu vas trouver autre chose pour partager ta passion. Et elle a monté une association pour faire des conférences. Et du coup, ça l'animait. Parce qu'elle parlait avec des gens qui étaient en face. 30 personnes, 40 personnes qui étaient en face. Et pas, elle n'était pas derrière son ordinateur à écrire des textes. C'était pas ce qui lui convenait. Donc, se poser les bonnes questions, ça permet de changer d'une part son objectif et d'autre part la façon d'y arriver. Et de s'entourer aussi de ces 5 personnes importantes parce qu'en chose posant les questions, en s'entourant de vous, elle a pu poser les questions qui lui a donné une nouvelle idée, qui a pu changer son prisme, on dit non. Son prisme, oui. C'est une métaphore. Mais son prisme pour aller dans un couloir lumineux plus intéressant. C'est des métaphores, c'est un peu poétique, mais on voit l'idée. Moi, avec mes mélanges de langues, je me mêle un peu les pinceaux, donc j'essaie de reprendre. Rencontrer des personnes, tout à l'heure je citais l'exemple d'aller prendre un café ou d'aller au restaurant, c'est bien de faire la remarque, c'est aussi sur Internet. Oui. Voilà. Skype, c'est magnifique, quand on voyage beaucoup aussi, voilà. C'est génial. Waouh, vraiment, on a parcouru des informations très très importantes, une façon de penser. Oui, c'est une façon de penser et des astuces vraiment concrètes. J'adore ça, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et j'espère qu'à la maison, vous allez vraiment appliquer ce dont on a parlé, parce que ça peut créer un réel shift, un grand changement, d'une prise de conscience. C'est ce qu'on peut faire dans une interview, c'est juste que la personne fasse ce petit truc qui va faire que ça va tout changer. Quelles ont été les choses qui ont commencé à changer et à s'améliorer pour vous? Alors le point de départ de tout ça, ça a l'air tout simple, et pourtant c'est la clé, c'est d'une véritable décision. Et pas une petite décision, en tout cas, une véritable décision. Au passage, décision vient d'un mot latin qui veut dire inciser. Et inciser, ça veut dire on coupe quelque chose avec le passé. Il y a quelque chose qu'on coupe, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme un nouveau chapitre, c'est même un nouveau livre qu'on écrit. Et ça s'est fait en one go ou c'est... Absolument. En fait, c'est quand j'avais un point où j'en avais marre d'en avoir marre. Et tout ce que je vous souhaite au passage, c'est d'en avoir marre. Parce qu'au passage, il y a 2 manières de prendre une décision totale. Soit on est arrivé tellement bas, ce qui était mon cas, et on dit mais non, j'en ai marre, terminé, j'en peux plus, et je change les choses. Soit on dit mais non, alors le pire c'est souvent le no man's land, comme on dit, ça va, la vie ça va. C'est pas super, oui, ça va aller, pas une relation comme je veux, j'ai clairement pas les finances que je veux, j'ai un petit appartement, tout va bien. Mais il y a pire, il y a des gens qui sont pires. Il y a pire, exactement. Ça c'est le pire des choses à dire, c'est il y a pire. D'accord, mais est-ce que la vie ça vaut de il y a pire, ça va, on va avoir une vie médiocre ou ça vaut d'avoir une vie extraordinaire? Je pense que si vous écoutez cette vidéo actuellement, c'est que il y a quelque chose qui vous attire. Si votre vie était parfaite, vous voulez pas plus, vous ne serez pas en train d'écouter cette vidéo. Donc il y a quelque chose qui vous attire. Donc au fond, nous on est fait pour créer, pour grandir, pour croître, pour réaliser quelque chose d'extraordinaire, pour se réaliser pleinement. Donc ça c'est vraiment important de comprendre que tout part d'une décision. Donc soit on va prendre une décision, on dit non ça suffit, je monte de standard, je change, je monte la barre, je ne vais plus accepter rien d'autre, je ne vais plus accepter rien d'autre que le top ou une vie meilleure. Et c'est ça le problème, c'est que les gens souvent ils essayent, ils disent je voudrais plus d'argent, mais ils ne mettent pas une décision ferme de dire mais non, plus jamais je vais accepter ça. Je ne vais plus accepter d'être dans un petit appartement, je ne vais plus accepter d'aller dans un petit hôtel. Moi j'étais toujours comme ça, les petits Ibiza, les petits Formule 1. Donc c'est très sympa, mais franchement je préfère les 4-5 étoiles. Clairement, je reviens d'un vol de business de Montréal. Clairement, je préfère la classe business que la seconde classe. Vous faites la queue aussi, on vous donne. Ça, j'ai délicieux la nourriture à Air France en classe business, c'est bon. Ça, c'est un autre détail, c'est vraiment très très bon. Bon, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, et ça, c'est pas forcément. On peut dormir. Comment ? On peut dormir. En effet, on n'est pas comme dans des bétails derrière, etc. Donc, il y a pas ça, j'ai rien méchant, pas ça, je crois encore une fois à un moment, c'est pas ça. Ça va ajouter du confort, c'est pas ça qui rend encore le bonheur, on est bien d'accord. Pour moi, le bonheur, c'est de se réaliser, comme je l'ai dit, c'est vraiment de contribuer, faire quelque chose de génial. Mais à la fin, c'est de plus accepter de dire je mérite mieux. C'est vraiment de dire je mérite mieux. C'est ça, c'est je mérite. Je vais pas me contenter. Et beaucoup de fois, on peut aller plus loin, c'est-à-dire on peut se payer le ticket business, sauf que ça va nous envoyer dans une zone peut-être d'inconfort. On se dit mais après il faut que je bosse par derrière, parce que ça va peut-être plonger dans quelques économies. Et c'est vrai que de stretch, d'aller vers là on est à Paris, j'adore la durée. Donc je prends mon petit déjeuner à la durée. C'est vrai que c'est pas le même prix que d'aller dans un petit café. Par contre, ça nous stretch, ça nous dit non, c'est mon niveau. Exactement. Et je mérite. Et je mérite ça. Voilà. Et donc de s'offrir cette possibilité, derrière, on donne un message à l'univers.
On se dit, voilà, je suis prêt. Absolument. Je suis prêt et je mérite. Et donc d'un coup, puisqu'on n'accepte plus rien d'autre que ça, on va commencer à l'attirer. Et donc tout part d'une décision. Alors avec toutes ces croyances et toutes ces limites, est-ce que c'est quand même possible d'apprendre à devenir riche? Oui, bien sûr que c'est possible d'apprendre à devenir riche. Et puisque je disais, je vais vous aider à trouver le gène de l'argent, en définitive, le gène de l'argent, il n'existe pas. Personne ne naît au berceau avec le gène de l'argent. C'est quelque chose que l'argent, c'est quelque chose que les hommes ont inventé. Il ne faut jamais oublier que malgré les dérives du système capitaliste qu'on voit aujourd'hui et qu'on n'aime pas, et que je n'aime pas non plus d'ailleurs, avant ça, l'argent est un fantastique outil de communication, est un fantastique outil d'internationalisation, de confiance aussi, parce qu'en fait, tout repose sur un système de confiance entre les hommes, de relations entre les hommes. L'argent, c'est du lien. Vous ne pouvez pas faire de l'argent si vous êtes tout seul. Prenez un exemple tout simple. Vous avez une pomme, vous voulez vendre une pomme, il va falloir un acheteur. Donc si vous voulez demain que cette pomme, elle se transforme en communication avec l'autre, il va y avoir une monnaie d'échange. Et cette monnaie d'échange, a priori la plus saine pour échanger avec un instrument de mesure à peu près correct, ça va être effectivement l'argent. Donc, le gène de l'argent n'existe pas et l'argent s'apprend. La réussite financière s'apprend. Si les gens ne croient pas en eux, ils se trouvent toujours des raisons de ne pas faire les choses. Donc, ils ne trouvent pas la motivation, ils ne changent pas les choses, ils ne passent pas à l'action, et quel est le résultat des courses? Il ne se passe rien. Procrastination. Ouais, même sans parler de procrastination, parce qu'il y en a qui voudraient vraiment, je pense que ça génère des peurs. Ça génère des peurs. Par exemple, moi, il y a un cas que j'aime beaucoup, je vais revenir à l'argent, bon, ne m'en voulez pas. Il y a l'aspect négociation. La négociation, c'est quoi? C'est demander. Négocier, un synonyme, c'est le verbe demander. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas. Et qui ne demandent pas grand-chose à la vie. Et quand ils ne demandent pas grand-chose, ils n'obtiennent pas grand-chose. Une phrase aussi que j'aime bien, c'est dans la vie, on obtient plus facilement ce que l'on demande que ce que l'on mérite. Et je vous assure que c'est vrai, et je suis certain que vous le savez. Mais encore faut-il demander. Alors, pour revenir à la négociation c'est formuler une demande, eh bien, les gens qui savent négocier, d'une manière générale, sont plus sûrs d'eux-mêmes. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque vous commencez à négocier, si vous n'avez pas cette habitude, vous négociez, vous arrivez à obtenir un résultat, vous prenez confiance en vous-même. Et plus vous avez confiance en vous-même, plus vous demandez, plus habilement, plus efficacement, et meilleur que vous devenez, plus vous obtenez. Et ça construit la confiance. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est pas spécialement de l'argent. Je parle de négociation, je l'ai rapporté à l'argent. Mais les relations humaines, ce n'est ni plus ni moins que de la négociation. Quand tu demandes, quand un homme va voir une femme, le message qui est sous-jacent, c'est « voulez-vous faire des enfants avec moi ?» C'est de la séduction, mais c'est aussi de la négociation. C'est la manière dont vous allez formuler la chose. Vous allez vous prendre une baffe ou vous allez aller au restaurant. Donc, ça, après, il faut apprendre à formuler. Mais il faut croire en soi. Il y a tellement de gens qui ne croient pas en eux et qui n'obtiennent rien. Et fondamentalement, c'est pas difficile. Alors, j'ai pas dit que... C'est du surpassement de soi, c'est des petites étapes. Donc c'est ça, c'est demander. J'ai bien aimé. Faut sortir de sa coquille. L'exercice de demander, de prendre l'habitude de demander. Le plus on demande, on obtient. Ouais. Et le plus on obtient, on demande de plus en plus. Et puis ça devient vraiment. Oui, ça devient plus facile. Je pense que c'est vraiment peut-être le premier élément de la réussite que je mettrais en avant. Donc peut-être apprendre à demander est peut-être un des principes les plus importants. Ça permet encore une fois de construire sa confiance. Et qu'est-ce qui est le plus important, je pense, dans le comportement humain, c'est d'avoir confiance en soi. Aussi bien pour avancer dans les affaires, que développer ses relations humaines, qu'avancer dans la vie. Si on n'a pas confiance, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même et on a moins d'opportunités. Alors,
Pose-toi la question, si les diplômes et la connaissance ne font pas la différence, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire ta réussite? Eh bien, ta réussite, elle est directement proportionnelle à ta capacité à agir. Directement proportionnel à ta capacité à agir. Tony Robbins, avec qui j'ai le plaisir de collaborer maintenant depuis bientôt 20 ans, eh bien, dans son premier livre, si vous avez eu l'occasion de le lire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est une bonne opportunité pour vous de lire ce super bouquin, Pouvoir illimité. Eh bien, Tony Robbins explique, c'est le premier chapitre d'ailleurs, ton pouvoir personnel est ta capacité à agir. Et il continue à agir massivement, à être constant dans l'effort, à être constant dans l'action. Pas de temps en temps, quand ça te va bien, ok, tu vas agir quelques heures, parfois même quelques jours, voire quelques semaines, et après, boum, c'est un coup de fatigue, eh bien là, il faut prendre du repos. Non, c'est être dans l'action permanente. Alors, comment peut-on interpréter la gestuelle? Je vais peut-être vous parler des 4 qualités du décodeur du non-verbal. C'est comme ça qu'on m'appelle, le décodeur du non-verbal. Donc, les 4 qualités, la première, je pense que c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est-à-dire que, bon, vous regardez cette conférence, je vous rassure, vous avez déjà cette ouverture d'esprit de se dire, effectivement, dans la gestuelle de mon interlocuteur, il y a des choses qui se passent. Et on va voir justement au cours de la conférence ce que l'on peut interpréter. Ça, c'est la première chose. Donc la qualité, c'est d'avoir une ouverture d'esprit sur le sujet. La deuxième, c'est de toujours remettre en cause ce que vous apprenez. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous ont déjà lu des choses, sont déjà intéressés, ont vu des vidéos. Et des fois, on a tendance à croire que si je vois un geste, j'ai telle interprétation, c'est écrit comme si c'était figé. Alors que pas du tout. Il faut vraiment que vous ayez une ouverture d'esprit là-dessus et que vous testiez en fait ce que vous apprenez. Donc tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, dans cette conférence, je vous invite à le tester. Le tester. Alors prenez note et puis après, allez-y et testez dans votre vie de tous les jours. C'est ça? Voilà. Fantastique. Alors, nous avons donc cette envie d'interpréter le gestuel et il y a par exemple des stéréotypes. On va dire, oui, quand quelqu'un me parle avec les bras croisés comme ça veut dire que c'est quelqu'un de renfermé, qui n'a pas d'ouverture d'esprit, blablabla. Est-ce vraiment vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des gestes comme ça qui veulent dire automatiquement quelque chose? Alors, ça fait une très belle transition avec ce que je racontais tout à l'heure. Le fait de croiser les bras, c'est un petit peu voilà, l'étendard ou le geste dont tout le monde parle. D'ailleurs, dès que je parle un petit peu de gestuelle, on me dit « Ah, j'ai les bras croisés », donc ça tombe bien que vous en parliez. En fait, il y a deux choses. Dans un premier cas, oui, effectivement, croiser les bras, ça peut être un geste de fermeture. Quand on ressent un certain stress, lorsqu'on ressent de l'inconfort par rapport à une situation, on a tendance justement à croiser les bras, ce qu'on appelle des gestes barrières. C'est-à-dire de mettre une barrière entre la personne ou la situation qui nous crée de l'inconfort et en général nos parties vitales du corps, et l'abdomen en fait partie. Donc on a tendance à mettre une barrière. Sauf que, effectivement, et je pense que votre question n'est pas anodine, c'est que au final, croiser les bras, on le fait aussi lorsqu'on est relax. Lorsque, là, je pourrais très bien mettre dans le canapé et être en train de regarder la télé et être en position relax. Ou je pourrais être à la SNCF en train d'aller acheter un ticket de train, faire la queue et voilà, être en position d'attente. Donc en fait, l'idée, c'est que, si on prend l'exemple des bras croisés, c'est qu'il faut toujours... un geste n'a pas une seule signification. C'est ça un petit peu l'idée où je voulais en venir, c'est que lorsque vous observez une gestuelle et que vous connaissez une interprétation, il ne faut pas rester focalisé là-dessus, mais il faut chercher un ensemble de gestes qui vont concourir à l'interprétation que vous avez. Donc par exemple, si j'ai les bras croisés et que je fais ce genre de choses, si vous me parlez, typiquement je ne suis pas d'accord avec vous, donc j'ai la fermeture, j'ai les lèvres qui se poussent comme ça en désaccord. Donc là j'ai déjà deux gestes qui font que je suis plus sur une gestuelle de fermeture par les bras ou ce genre de choses. Ça on appelle ça étudier en cluster. C'est vraiment une règle fondamentale de la communication non verbale et j'aime bien associer en fait cette image du geste à l'image du mot. Pour faire juste un parallèle, c'est-à-dire que un geste, il est polysémique, il a plusieurs sens, comme un mot. Si je prends le mot blanc, par exemple, le blanc, ça vous fait penser à quoi? La couleur blanc. La couleur. Est-ce qu'il y a autre chose? Blanc. Il y a plein de choses. Le blanc d'œuf, par exemple. Ah oui. Le vin blanc. Ah, c'est vrai. Voilà, il y a plein de choses, mais sauf que si je vous dis blanc,
si c'est pas mis dans une phrase, si c'est pas mis dans un contexte, au final, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et bien la gestuelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un geste, lorsqu'il n'est pas avec ses copains, les autres gestes, on ne peut pas savoir quel est le sens vraiment qu'on peut accorder à l'interprétation. Alors, supposez que quelqu'un nous regarde et écoute l'interview et qui veut améliorer son rendement. Que devrait-il commencer à faire et surtout, à quoi devrait-il faire le plus attention pour éviter l'échec? Ok. Première chose, donc, comme je disais tout à l'heure, savoir où on en est. Je fais l'exercice, je mesure mon temps de travail et je définis l'objectif de ce que je veux. D'accord? Ce que je veux réaliser dans tant de temps de travail disponible. Et ça c'est valable qu'on soit parent, seul, avec des enfants, et du coup, notre temps de travail, c'est de 21h à minuit tous les soirs, etc. De 21h à minuit tous les soirs, ça fait, supposons que vous prenez les week-ends pour être avec les enfants, vous ne travaillez pas, ça fait 15 heures dans la semaine. Je connais un entrepreneur, Christian Mikkelsen, qui est ancien coach, il fait partie de groupe Mastermind dont je suis, et à chaque fois, je reste sidéré parce qu'il travaille 15 heures à 20 heures par semaine. Allez, quand il fait un lancement, en ce moment il est en train de faire un lancement orchestré, il a dit voilà, j'ai fait une semaine éreintante, j'ai fait 25 heures. Et il fait plus de 1,5 million d'euros, je crois, par an avec son activité principale. Il a plusieurs activités. Ouais. Et voilà, c'est possible. Mais pour ça, il faut que ce temps soit vraiment bien utilisé, vraiment efficacement utilisé. Aller poster sur Facebook des petits messages en espérant que les gens vont cliquer j'aime, etc. C'est pas l'utilisation la plus efficace de son temps. Donc, ça, on fait ça dans notre temps libre, quand on est sur la plage, pour s'amuser. Ah, même pas. Même pas. Si on aime Facebook. Ouais, même pas. Enfin, c'est une question de goût personnel après. Moi, je suis très, très vieux jeu, voilà, c'est Facebook. Non. Mais ce qui est intéressant, donc, pour moi, c'est que la première étape, il faut, en plus de l'exercice que j'ai recommandé, donc je redis encore une fois, vous prenez l'exercice, vous mesurez le temps de travail. Et ça, l'exercice du temps de travail, je vais revenir dessus. Pendant 3 semaines. 3 semaines, voilà, ok, d'accord. 3 semaines, ça suffit pour avoir une vue vraiment globale de ce qui se passe. Tous les jours de bien faire ça. Ouais. Ok, d'accord. Alors, dès que vous regardez votre montre, vous le faites. Si vous voulez, vous scotchez un post-it sur votre montre qui dit fais une marque dans l'agenda et puis c'est bon. Le deuxième point, et pour ceux qui n'ont pas de montre et qui regardent l'heure sur leur PC, vous mettez le post-it en bas à droite sur l'écran, ça marche aussi. Puis aujourd'hui, avec nos téléphones, on peut avoir des reminders, des choses qui nous rappellent toutes les heures ou toutes les... Ouais, mais dans ce cas-là, enfin, je pourrais dire ça parce que ça permettrait de faire l'exercice, mais du coup, ça va nuire à votre efficacité si votre téléphone vous interrompt toutes les heures. Donc du coup... D'accord, donc il faut que ça soit de manière naturelle, quand on fait vraiment une pause, donc quand on va aux toilettes ou quand Et pourquoi est-ce que je pense que c'est d'autant mieux de le faire de manière naturelle, parce que si à la fin de la journée, il est 18h, 19h, on se dit mince, j'ai pas fait l'exercice, je vais marquer maintenant du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Et là on s'en souvient pas. Ben là on marque inutile, temps gâché. Toute la journée. Pour toute la journée. Toutes les sections, vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait, vous marquez temps gaspillé. Parce que vous devriez être tellement occupé par la tâche que vous êtes en train de faire, tellement concentré sur une tâche qui va vous amener vers le résultat, l'objectif final, on est dans l'axe de la réussite, que c'est impossible d'oublier ce que vous avez fait. Là, je ne vais pas finir ma journée et oublier que j'ai fait l'interview. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, il faut, voilà, vous allez marquer inutile. Vous savez que vous l'avez bossé, mais vous marquez inutile. Et je sais que c'est un terme fort, quoi. C'est l'idée de se dire j'ai gâché du temps, mais non, je ne pense pas que j'ai gâché du temps. Vous marquez que vous avez gâché du temps parce que vous n'êtes pas capable de faire le suivi. C'est comme se dire j'ai dépensé de l'argent dans de la publicité, j'ai dépensé de l'argent pour employer des gens, j'ai dépensé de l'argent pour acheter quelque chose, et je ne suis pas capable de dire à quoi cet argent a été utilisé. C'est de l'argent gaspillé. C'est pas de l'argent utilisé à bon escient, c'est de l'argent gaspillé. Non. En termes de réussite, c'est vrai que dans certains domaines de vie, donc, les principes masculins ont des qualités différentes que les principes féminins. Donc cela a un impact dans dans la réussite dans ces différents domaines de vie. Alors oui, ce que je voulais aussi dire, c'est que ce qui est important, c'est de voir ce qu'on appelle réussite. Parce que la réussite, c'est vraiment quelque chose de personnel. On peut parfois se dire, cette personne, par exemple, les gens qui sont très médiatiques, très connus, les vedettes, etc. Ouais. Des fois, on se dit, celui-là, quelle réussite magnifique. Et puis après, on se rend compte que la personne s'est suicidée. Ou qu'elle est sous l'emprise de la drogue, elle est dans l'alcool, qu'elle n'est pas vraiment heureuse, on va dire, au complet. Est-ce que vraiment, c'est une réussite, du coup? Donc, c'est important de se rendre compte que réussite...
c'est pas quelque chose c'est pas un concept qui existe une fois pour toutes. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et alors, oui, pardon. J'aime bien ce concept de dire ça dépend de chaque personne. Parce qu'on est tous uniques. Il y a bien une raison très simple. On a des aspirations uniques. Donc pourquoi avoir une réussite égale à quelqu'un d'autre? Voilà. Notre réussite est très différente que des autres, comme nous sommes différentes. Bien sûr, on a on a les cheveux bruns, on a les yeux bruns, donc il y a des choses qui sont très similaires dans chaque personne. Par contre, on n'a pas les mêmes fingerprints. Comment on dit les fingerprints? Vous savez, empreinte digitale. Voilà, oui, trouvé. D'accord. Ah, oui. On n'a pas les mêmes empreintes digitales. Donc la réussite aussi a des nuances qui nous appartiennent vraiment qu'à nous. Et j'aime bien de souligner ce fait. Donc je vais mettre de souligner ce que vous avez dit par rapport à ça, car j'espère que vous l'avez bien écrit aussi. Car c'est vrai, c'est ça. Et quand on se rend compte, on ne vit pas la réussite de quelqu'un d'autre, on vit notre réussite. Voilà. Est-il vraiment possible de changer sa confiance en soi et de l'augmenter et comment? Alors, ce qui est intéressant dans la confiance, c'est que c'est un peu un fourre-tout. On y met beaucoup de choses dans la confiance. Donc, il y a plusieurs formes de confiance. Il y a une confiance qu'on va dire qui est de l'ordre de la répétition. Toute personne là, qui nous écoute, on voit son premier jour au travail, elle est stressée, elle a des choses à faire, elle ne sait pas comment faire. Et à force de répéter ça, de reproduire le truc, au bout d'un moment, elle va prendre confiance dans le fait de savoir reproduire. C'est la confiance de base, c'est celle que tu obtiens quand tu fais les choses. Tu as peur de parler en public, tu en es à la 200e conférence, naturellement tu es plus à l'aise. Tu as peur de faire des interviews, tu en es à la 134e, tu es plus à l'aise. Et en fait, ça c'est une confiance de base qui s'obtient en faisant des choses que tu ne fais pas d'habitude et qui du coup, tout le monde qui nous regarde, je sais qu'il y a un domaine dans lequel ils n'avaient pas confiance, ils ont fini par avoir confiance. Donc oui, on développe la confiance dans tous les domaines, ne serait-ce qu'en faisant. Il y a une deuxième forme de confiance qui est encore plus intéressante. Non pas que l'autre n'est pas intéressante, parce que pour moi la première peut être la voie pour la seconde, c'est une confiance qui est inconditionnelle. C'est-à-dire, tu me mets dans un contexte où je ne connais pas. Tu me mets dans un contexte où je ne connais personne. Je ne sais pas où je suis, je ne me maîtrise pas, et pourtant, j'ai la confiance que ça va bien se passer. Et c'est là où on a presque une dimension de foi, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune raison que ça se passe bien, je ne vois pas comment ça peut se passer bien, je ne connais pas du tout le comment, mais pourtant je sais qu'en moi, j'ai le potentiel et j'ai les ressources et ça va bien se passer. Et c'est ces deux dimensions qui m'intéressent. La troisième, qui n'est pas de la pure confiance, mais elle est étroitement liée, c'est l'estime que j'ai pour moi. En fait, si je m'aime, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Si j'estime que j'ai de la valeur, que j'ai de la valeur à apporter aux gens, à apporter au monde, je peux rien perdre. Donc, ces trois dimensions-là, qui sont très imbriquées, on peut les trois les développer. Je connais des gens qui se détestaient, ils avaient envie de se suicider. On a travaillé en coaching, en individuel avec eux. Et à la fin, la personne me dit, mais j'adore ma vie. J'adore ce qui m'est arrivé. J'adore le fait d'avoir été même des fois battu, etc. Dans le sens, pas c'était agréable, mais dans le sens, ça a été le déclencheur pour m'aider à devenir qui je suis. Ça, c'est de l'amour de soi. Le deuxième élément, c'est vraiment, j'ai la foi dans le fait que tout ce qui m'arrive, avantage comme inconvénient, perte comme plaisir, gain comme perte, tout ce qui m'arrive, c'est parfait et ça m'aide à devenir cette nouvelle version de moi-même. Et donc, là, on voit qu'il y a différents niveaux. Le premier niveau, c'est la personne, il lui faut 20 ans pour réaliser que les difficultés de sa vie, au final, ça lui a apporté quelque chose. Donc, si je demande aux gens, là, c'est de repenser aux moments de fierté dans leur vie. À chaque fois, les moments de fierté, c'est des difficultés. C'est une difficulté transformée. Ça, c'est le niveau basique. Le niveau d'après, c'est de dire, ok, j'ai une difficulté, est-ce que j'ai besoin de 20 ans pour le réaliser que c'est un cadeau? Donc là, le niveau 2, on va dire, c'est prendre un papier ou le faire mentalement. Qu'est-ce que ce cadeau m'apporte? Et là, on est beaucoup dans la pensée positive, c'est-à-dire, c'est quoi l'avantage, c'est quoi le bénéfice? On va vraiment chercher chercher dans toutes les catégories de vie, court terme, moyen terme, long terme, pour moi, pour les autres, pour chacune de mes catégories. Qu'est-ce que ça m'apporte, cette difficulté? Ça peut être, j'ai été licencié, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça va me permettre de bosser ma communication, ça va me permettre d'avoir plus de temps pour peut-être tel projet, d'avoir un boulot qui me plaît plus. Et lister 30-40. Mais le niveau 3, et c'est ça ce que j'appelle la foi, c'est que j'ai tellement vu dans ma vie que les difficultés de ma vie m'ont apporté, j'ai tellement vu que j'arrive à trouver des bénéfices, qu'en fait au bout d'un moment j'ai des challenges et j'ai même plus besoin d'aller voir les bénéfices. Je sais qu'il y a des bénéfices au-delà de ce que je vois. Je sais que, par exemple, imaginons l'entrepreneur perd un contrat
Et c'est drôle quand on arrive à ce niveau-là, c'est que je perds le contrat, donc c'est de la perte, mais je sais qu'au même degré où je perds, sous une autre forme, je gagne. J'ai même plus besoin de voir le gain pour savoir qu'il y a du gain. Là, déjà. Voilà, je sais que ça va apparaître, je sais juste que j'arrive pas encore à le voir. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'étais aveugle. Mais quand je suis aveugle, je vois pas les couleurs, mais elles existent, elles sont là. Je vois pas l'ordinateur, mais il existe. Donc je sais que je suis aveugle, je sais que je vois pas encore les bénéfices, mais je sais qu'il y a des bénéfices. Et là, je deviens inarrêtable parce qu'en fait, balance-moi les difficultés, balance-moi les challenges, balance-moi le rejet. Tout ce qui m'attire, c'est parfait. Je ne deviendrai pas qui je dois devenir pour réaliser mes rêves et réussir si j'ai pas de challenge. Quel est pour vous le meilleur conseil pour accélérer la réussite? Donc on passe de la Fiat 500 à la Ferrari. Alors pour passer à la Ferrari, pour moi c'est très simple. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se former. D'accord ? Se former auprès des experts. Donc déjà bravo si vous le faites. Bravo si vous êtes là en train de nous écouter, c'est que vous avez compris cette démarche-là. Donc se former, pour moi, c'est vraiment l'accélérateur de la réussite. Moi, ça a été un gros accélérateur aussi. À un moment donné, quand j'ai compris que le meilleur investissement que je pouvais faire, c'était en moi-même, une fois que j'ai bien assimilé ce concept-là, voilà, j'ai commencé, j'ai plus investi en bourse, j'ai investi en moi-même. Voilà, donc je me suis payé des formations. Combien de formations déjà Mais c'est vrai que j'ai un track record assez important. Je suis souvent allé aux États-Unis parce que je voulais vraiment aller tout le temps auprès du meilleur expert. Et ayant la chance de comprendre l'anglais, donc ça m'a permis d'aller à la fois en Europe ou aux États-Unis, en Asie, pour justement aller voir quels étaient vraiment les meilleurs experts à chaque fois, que ce soit dans la haute performance, que ce soit dans le développement personnel, dans l'internet marketing, voilà, d'aller voir vraiment à chaque fois les meilleurs, the best, et vraiment apprendre auprès d'eux ce qu'ils font. Voilà. Et je trouve ça vraiment incroyable qu'aujourd'hui, en plus, il y a énormément de gens qui sont prêts à partager comment ils font. Alors bien sûr, c'est des formations payantes, hein, d'accord ? Oui. Mais je veux dire, avant, ça me semble... Même ça, on ne trouvait pas. Déjà avant, ça n'existait pas. On n'avait pas tout ce savoir, ou c'était réservé à ceux qui avaient énormément d'argent ou de pouvoir qui pouvaient accéder à ces gens-là. Mais aujourd'hui, il suffit quelque part d'ouvrir son portefeuille et on a accès aux meilleures formations. Je trouve que c'est vraiment hallucinant. Je pense qu'il faut bien comprendre ce point-là et l'utiliser pour accélérer la réussite. Donc j'ai fait énormément de formations. Il y a quelques mois, je me suis même amusé à faire la somme des dépenses liées à ces formations. Et je me suis aperçu que voilà, ça dépassait les 100 000 euros. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, 100 000 euros. Par exemple, ma maison, avec 100 000 euros, elle ressemblerait vraiment à autre chose, tu vois. Elle serait beaucoup plus belle, etc. Mais je sais que le retour sur investissement que je vais avoir sur cet argent que j'ai investi à moi-même, je vais le récupérer plus tard. Et la maison, elle viendra aussi. Et la maison viendra à ce moment-là. Ouais. Je crois qu'il y a Brian Tracy qui disait que il avait fait une estimation du retour sur investissement de chaque euro qu'il mettait dans ses formations et il était arrivé au chiffre de 14 fois. Quoi. Wow. Tu vois, donc, si vous voulez un investissement à 1400%, eh ben, investissez en vous-même, en allant voir les experts, en allant acheter leur formation. Je pense que c'est vraiment l'accélérateur de la réussite parce que sinon, après, on fait ça par soi-même. Et on repasse par les mêmes galères que tout le monde, on fait les mêmes erreurs, alors qu'il y a des gens qui nous disent, bon, ben voilà. Moi, j'ai fait ces erreurs, il faut faire ci, ça, pour éviter, et pouf, on a une grande longueur d'avance.